Bonjour, mon nom est Normand. Je serai votre formateur pour ce troisième atelier de votre démarche en accréditation à la Foundation Award de l'IAM. Nous parlerons aujourd'hui de prise de décision. En fait, peu importe votre poste ou votre champ d'activité, il est certain que vous avez à prendre des décisions ou encore faire des recommandations en vue de prioriser certaines actions. Vous vous demandez inévitablement si c'est le meilleur choix ou si vous parviendrez à convaincre vos supérieurs que c'est bien le cas. La prise de décision est donc au cœur des préoccupations des gestionnaires d'actifs. Mais d'abord, un petit retour rapide sur le module précédent. Nous y avons traité du concept d'alignement des 4 piliers du système de gestion d'actifs. Nous avons insisté sur l'importance de traduire des objectifs stratégiques de l'organisation en objectifs de gestion d'actifs dans le but de s'assurer que les actifs puissent soutenir la prestation du service attendu. Pour en assurer l'organisation et le déploiement, vous aurez possiblement à mettre en place un système bien structuré. Le cadre de référence proposé par l'IAM permet de bien opérationnaliser les concepts de gestion d'actifs en lien avec la norme ISO 55000. Parmi les systèmes du cadre de référence, celui sur la prise de décision constitue, à n'en pas douter, un des plus importants. Nous l'approfondirons un peu plus aujourd'hui en se questionnant sur, d'abord, l'importance d'établir un processus solide de prise de décision, l'importance de considérer les coûts de l'ensemble du cycle de vie, la valeur et son utilité en prise de décision, et enfin, l'importance de considérer les risques dans tout ce processus. Mais d'abord, il faut se le dire, aucune décision n'est parfaite. Certains éléments permettent toutefois de mieux l'éclairer, mais aussi de la rendre plus crédible aux yeux de vos supérieurs. D'abord, il faut l'appuyer sur de l'information, issue de données pertinentes et fiables. Attention de ne pas confondre beaucoup de données et la connaissance. Le cerveau humain peut difficilement traiter en même temps plus de 5 ou 6 informations distinctes. Il faut donc choisir les bonnes. Construire un actif, c'est une chose. L'opérer et l'entretenir, c'en est une autre. Les bonnes décisions doivent obligatoirement considérer certaines contraintes d'opération et d'entretien. Malheureusement, nos organisations ont souvent eu la mauvaise idée de créer des structures administratives distinctes pour s'occuper de ces différentes étapes du cycle de vie. Décloisonner ces structures, partager l'expertise et tenir compte des besoins de l'ensemble du cycle de vie permet de réduire l'impact de ces silos administratifs et d'améliorer la qualité des décisions. C'est donc aussi une question d'individu, d'équipe et de partage d'expertise. Il ne faut pas oublier que ce sont les gens qui prennent des décisions et qui doivent par la suite vivre avec. Cette collaboration permettra de mieux connaître le coût de l'ensemble du cycle de vie. Il est malheureusement trop fréquent de voir encore aujourd'hui des organisations tenir compte que des coûts de construction pour prendre les décisions. Au cours de la vie des actifs, les décisions sont nombreuses, mais n'ont pas tous le même impact. Les processus décisionnels doivent donc évidemment tenir compte de la complexité, mais aussi de la criticité des actifs et des services produits. Les processus décisionnels en immobilisation, en opération et en entretien devront chercher à équilibrer le risque, le coût et la performance, ou, si vous préférez, à maximiser la production de la valeur sur l'ensemble du cycle de vie. Si on se ramène à notre cadre de référence, on voit que les processus décisionnels est bien au centre du modèle. Il se nourrit des informations, la connaissance des actifs, au bas de la figure, et du capital humain de l'organisation juste à sa gauche. Finalement, il est un input essentiel à la définition et à la mise en œuvre des orientations et des objectifs stratégiques de l'organisation, juste au-dessus. Sur la figure qu'on voit présentement, nous pouvons voir plus en détail comment le processus de prise de décision sont en lien direct avec les éléments clés des orientations stratégiques en gestion d'actifs. D'abord, la politique de gestion d'actifs servira pour définir les critères généraux qui guideront le processus de prise de décision. Quelles sont les valeurs de l'organisation en matière de sécurité, de respect des règlements, de qualité de service, d'environnement? Ces intrants permettront de mieux définir les critères et indicateurs de coût, de risque et de performance qui encadreront la prise de décision.
Par exemple, une organisation qui cherche à développer des nouveaux marchés ou à augmenter sa gamme de services ne devrait pas prendre le même genre de décision qu'une autre qui cherche à assurer la pérennité des services dans un contexte de réduction budgétaire ou de parc d'actifs vieillissants. Le plan stratégique, quant à lui, se doit de définir des stratégies d'intervention pour répondre aux attentes des niveaux de service et pouvoir également s'ajuster aux fluctuations de la demande. Les processus de prise de décision se devront donc d'être bien adaptés pour répondre aux besoins et aux attentes. Finalement, les plans de gestion d'actifs permettront d'aller plus en détail pour définir précisément les phases de réalisation et de mise en œuvre. Les décisions seront plus opérationnelles, elles seront souvent encadrées par des procédures plus précises. Et maintenant, la grande question. Que nous proposent les bonnes pratiques en gestion d'actifs pour nous aider à prendre des bonnes décisions? Pour commencer, on pourrait identifier 3 composantes essentielles. D'abord, l'information. Vous devez évidemment bien connaître vos actifs. Deuxièmement, les processus qui se doivent d'être clairs et bien adaptés. Enfin, finalement, l'alignement de la prise de ces décisions, et ce, à chaque étape du cycle de vie de l'actif. Le premier élément essentiel, l'information. À la base, il est important de pouvoir compter sur un inventaire suffisamment précis des actifs à gérer. Pour chacun, il faudrait se doter d'un catalogue de données propre à chaque type d'actif, comme par exemple l'âge, la grosseur, les matériaux ou la capacité. On documentera par la suite l'état et les niveaux de sollicitation, la valeur de remplacement, l'espérance de vie. On pourra possiblement déduire des courbes de dégradation par la suite. Il ne faut toutefois pas se limiter à l'actif. Il faut aussi documenter la qualité des services, les pannes, les bris et les conséquences de ces défaillances, pour ainsi mieux définir les risques et le coût de ces événements. En tenant compte de ces paramètres, il deviendra possible de simuler, comme l'illustre le petit graphique en haut à droite ici, le vieillissement des actifs, les impacts sur les coûts d'entretien, l'accroissement des risques de défaillance et éventuellement planifier des stratégies de rénovation en fonction de la tolérance au risque durant tout le cycle de vie de l'actif. La pyramide qu'on voit présentement illustre bien ce processus de transformation de données en information et en connaissance. La connaissance éclaire la prise de décision et sa concrétisation en action. Dans la partie inférieure de la pyramide, vous avez des données. Les données brutes sont souvent peu utiles. Ce sont des nombres, des mots, des symboles, des images, sans contexte ni signification particulière, dans un format brut, par exemple 25 mètres carrés, 150 cm, acier. Au deuxième niveau, vous avez l'information. L'information est un ensemble de données exprimées dans un contexte. La pièce numéro 221 a 25 mètres carrés. Le tuyau d'eau de la rue X mesure 150 mm de diamètre. Ce moteur fut installé en 1980. Au sommet de la figure se trouve la connaissance. La connaissance est une combinaison d'expériences, de valeurs et d'informations qui constitue la base de la prise de décision. C'est souvent un processus complexe de compréhension, de comparaison, de jugement, de mémorisation et de raisonnement. C'est par ce processus qu'il devient possible par la suite d'aligner la prise de décision et finalement les actions. Par exemple, la chambre 221 a 25 mètres carrés et c'est la chambre la plus occupée dans notre campus parce que c'est un laboratoire spécial avec des outils coûteux. L'état du plafond est mauvais en raison d'une fuite sur le toit. Donc, avec toute cette information, il est beaucoup plus facile maintenant de prendre une bonne décision et mettre en action les bonnes interventions pour améliorer cette situation. Le deuxième élément, des processus clairs et bien adaptés. Les décisions n'ont pas tous la même importance, ni la même complexité. Il faut donc adapter les processus décisionnels afin qu'ils répondent adéquatement à chaque niveau ou à chaque type de décision. Les décisions complexes nécessitent un processus plus élaboré.
en particulier avec les actifs critiques. Tous les actifs n'ont pas le même impact sur la prestation du service. La criticité est un concept très important en prise de décision. La criticité d'un actif est déterminée en fonction des conséquences de sa défaillance sur la production du service. Le processus doit permettre d'atteindre les résultats souhaités, c'est-à-dire produire un bien ou un service à un niveau visé. Il ne faut pas oublier que c'est ça le but, pas d'avoir les plus beaux actifs. Malheureusement, les décisions se prennent souvent en fonction de considérations techniques et se concentrent beaucoup sur l'actif, pas nécessairement sur le service. Un bon processus devrait s'initier par l'analyse de l'écart entre le niveau de service souhaité et celui existant. Quel est l'impact de nos décisions sur la production du service? Comment le client réagira-t-il à une réduction de ce niveau de service? C'est ce genre de questions qui devraient initier les processus de prise de décision. Prenons un exemple. On vous demande de planifier la rénovation des unités de climatisation et de ventilation d'un hôpital. Si vous tenez compte uniquement des actifs, il est probable que vous commencerez par les plus vieux. Or, les systèmes de climatisation et de ventilation des hôpitaux n'ont pas tous le même niveau d'importance. Si vous perdez la climatisation des salles d'attente, vous serez toujours en mesure d'exploiter l'hôpital. Mais si vous perdez la ventilation et la climatisation dans les salles de chirurgie, cela risque d'entraîner une perte de stérilité des instruments. Il est fort probable que vous devrez alors cesser de fonctionner. On voit ici un bel exemple d'une façon d'ajuster le processus de prise de décision en fonction de la criticité sur l'axe des Y et de la complexité sur l'axe des X. Dans le coin inférieur gauche, on retrouve les actifs moins critiques pour lesquels les décisions sont moins complexes, parfois simplement le gros bon sens. Tandis qu'en haut à droite, on retrouve les actifs plus critiques pour lesquels les prises de décision sont souvent plus complexes. On référera alors souvent à de la modélisation ou encore à certaines configurations du système de prise de décision. Le troisième élément important dans la prise de décision, c'est le concept de cycle de vie en gestion d'actifs. On recommande fortement de considérer les impacts des décisions à chacune des étapes de ce cycle de vie. Par exemple, le choix d'un équipement peut sembler judicieux si on analyse les coûts d'acquisition et d'installation. Par contre, il est possible que les dépenses ou les contraintes d'entretien, la fiabilité ou l'espérance de vie contrebalancent les avantages de construction. Il est donc essentiel de considérer les coûts en argent et en ressources de l'ensemble de ce cycle de vie. Le cycle de vie d'un actif représente la période pendant laquelle de la valeur peut être réalisée par cet actif. En fait, la vie d'un actif, comme on le voit ici, peut se diviser en de nombreuses phases et à chacune de ces phases, il faut prendre de nombreuses décisions. Cette illustration montre bien cette multitude de prises de décisions, tout aussi importantes les unes que les autres. Malheureusement, il est fréquent que ces décisions relèvent d'unités administratives différentes. C'est donc dans sa capacité à réaliser des liens et à considérer adéquatement les besoins de chacune de ces phases que l'on parviendra à optimiser les coûts sur l'ensemble du cycle de vie. Chacune de ces activités devrait également être l'occasion de créer des échanges et d'améliorer les communications. En intégrant les gens d'opération aux équipes de conception, par exemple, on améliore la qualité des décisions et on augmente l'adhésion générale, inévitablement. Le coût du cycle de vie d'un actif ou d'un système représente une évaluation économique des coûts totaux, des risques et des autres répercussions d'affaires relatives à l'exploitation d'actifs tout au long de leur cycle de vie. Il est possible de les exprimer dans une unité commune, comme le flux de trésorerie actualisé, par exemple. Les coûts, les risques et le flux de trésorerie liés au cycle de vie comprennent tous les impacts susceptibles d'influencer les prises de décision, d'investissement prévus, des optimisations pendant la période de durée de vie ou les décisions de fin de vie. Les hypothèses concernant les coûts du cycle de vie sont inévitablement incertaines à l'étape de la conception, de l'acquisition ou de la création de l'actif. Il est donc important de remettre en question ces hypothèses,
de les affiner et de les mettre à jour au cours du cycle de vie, à mesure qu'une nouvelle expérience opérationnelle et des meilleures données deviennent disponibles. La petite figure que l'on voit présentement illustre assez bien l'importance de considérer l'ensemble des coûts du cycle de vie sur l'ensemble de la vie de l'actif. Pour plusieurs types de projets, il n'est pas rare que les étapes d'identification et de conception, en haut à droite, se réalisent en quelques mois et représentent souvent moins de 5 % des coûts de l'ensemble du cycle de vie. Les phases d'acquisition et de construction se réalisent également assez rapidement et ne représentent que plus ou moins 15 % de ces coûts de l'ensemble du cycle de vie. En contrepartie, les phases d'opération et de maintien s'échelonnent sur de nombreuses années et représentent souvent plus de 75 % de ces coûts. Il est donc important de comprendre qu'il faut souvent vivre longtemps et assumer d'importants coûts en lien avec des décisions de conception. Malheureusement, on focus encore beaucoup sur les échéanciers et les coûts de construction. On néglige souvent les contraintes et les coûts de l'ensemble de ce cycle de vie. Amorcer une réflexion sur les coûts du cycle de vie est un excellent moyen d'appuyer les décisions en gestion d'actifs. Une autre façon d'optimiser les coûts du cycle de vie consiste à analyser les différentes stratégies d'intervention en fonction d'un modèle de dégradation. Connaître les modes de détérioration des actifs permet de réaliser des hypothèses et de comparer mathématiquement, grâce à des outils informatiques, différentes alternatives d'intervention. Cela ne s'applique pas uniquement aux interventions de renouvellement, mais aussi aux méthodes d'entretien et d'exploitation. Le graphique que vous voyez montre l'évolution de la dégradation d'un actif dans le temps. On y présente des courbes d'état qui diminuent en fonction du temps. On y retrouve également plusieurs alternatives d'intervention possibles à différentes étapes de dégradation et l'effet de ces interventions sur l'état de l'actif. Vous pouvez alors décider d'attendre la fin de vie utile avant de reconstruire ou tenter d'alterner avec des activités d'entretien et de maintenance pour chercher à optimiser vos stratégies d'intervention. Il est ainsi souvent possible de réduire les coûts sur l'ensemble du cycle de vie et d'assurer un meilleur niveau de service moyen pour le client. Si nous prenons des actifs routiers, par exemple, la stratégie d'une administration locale pourrait se concentrer sur le remplacement complet des chaussées en fin de vie. Cette stratégie concentrera principalement l'attention sur les pires routes, évidemment. Les coûts de remplacement sont toutefois beaucoup plus élevés. On réparera donc moins de routes pour un budget annuel de rénovation équivalent. L'impact sur l'ensemble du réseau risque d'être plus limité et les citoyens devront possiblement subir une réduction graduelle de l'état général du réseau. À l'inverse, une stratégie qui chercherait à combiner différents types d'interventions d'entretien, de rénovation et de reconstruction permettrait possiblement d'augmenter la quantité de routes en meilleur état et optimiserait les budgets globaux de réparation. Donc, en résumé, avoir un processus décisionnel adapté à la complexité de la décision à prendre, basé sur des informations de qualité sur l'ensemble du cycle de vie des actifs, afin de générer de la valeur pour l'organisation et le client, devrait contribuer à améliorer la qualité des décisions et l'adhésion générale des parties prenantes. Comme nous l'avons souvent mentionné précédemment, notre processus décisionnel devrait être en mesure de créer de la valeur. Valeur pour le client, valeur pour l'organisation. Mais en fait, c'est quoi juste de la valeur? Comme nous l'avons vu dans le premier atelier, la valeur est un des 4 piliers principaux de la gestion d'actifs. On doit chercher à la maximiser tout au long du cycle de vie. Pour maximiser la valeur, il faut chercher le meilleur équilibre possible entre les coûts pour réduire les coûts du cycle de vie, la performance pour assurer l'atteinte des niveaux de service souhaités et les risques pour limiter les conséquences des défaillances. Cet équilibre est très important. Si vous vous concentrez trop sur les performances et les coûts, en négligeant les risques, en haut à gauche de notre figure, vous vous exposez au bris, aux interruptions de service et à l'insatisfaction de la clientèle. D'un autre côté, si vous vous concentrez trop sur les coûts et le risque, en bas à gauche, vous vous exposez à une réduction des niveaux de service, de la qualité des produits ou de la stabilité de la production.
Enfin, si vous favorisez trop la performance et le risque, en haut à droite, votre budget et votre viabilité financière en souffrira et vos coûts risquent de dépasser les bénéfices générés pour les clients. Donc, pour maximiser la valeur, il faut tenter d'équilibrer ces trois éléments, la performance, le coût et le risque. Faisons un petit exercice pour tenter de mieux comprendre le concept de valeur. D'abord, uniquement sur votre préférence personnelle, je vous propose de choisir le type de véhicule que vous choisiriez sans aucune considération, sauf votre goût. Habituellement, la réponse est rapide. C'est l'émotionnel qui l'emporte. Mais j'ajoute des variables dans le processus de prise de décision, comme le coût d'achat, mais aussi les frais annuels d'entretien. Il est probable que vous repensiez votre choix. Si j'intègre d'autres parties prenantes à la décision, votre conjoint-conjointe, vos enfants, encore là, probablement que le choix pourrait être différent. Enfin, si j'inclus un dernier élément, votre tolérance au risque, du fait que vous n'avez possiblement qu'une seule auto et que vous devez l'utiliser pour le travail, ce dernier élément pourrait vous convaincre, par exemple, d'opter pour un véhicule neuf plutôt qu'usagé, même si le coût sur le cycle de vie semble plus élevé. Il y a une quatrième variable à la valeur, le temps. En fait, vos choix d'aujourd'hui peuvent être différents de vos choix de demain. Tant qu'à choisir des exemples de voitures, vous voyez que vos besoins changent avec le temps. C'est quand même amusant de noter qu'on peut retrouver certains cycles. Les choix à 23 ans ressemblent étrangement à ceux à 60, et que dire si on compare de ceux de 3 et de 83. Si nous regardions de plus près comment on parvient à considérer adéquatement les trois composantes de la valeur. D'abord, les coûts. Nous avons discuté amplement déjà du concept de coût du cycle de vie. Vous devriez alors être en mesure de bien connaître les impacts financiers de chacune de vos décisions aujourd'hui, mais aussi dans le futur. La performance. L'analyse de la performance peut parfois s'avérer complexe. Il faut parvenir à identifier quels sont les meilleurs indicateurs en fonction de la production du service attendu et de l'alignement avec les attentes organisationnelles. Il sera probablement nécessaire de recourir à des démarches d'analyse plus complexes, comme des comparaisons multicritères, par exemple. Les critères ne devraient pas être spécifiques aux actifs. Ils se doivent de considérer en priorité la production du service. Par exemple, les investissements en transport en commun ne devraient pas tenir en compte uniquement l'état des autobus, mais aussi l'achalandage, le respect des horaires, le confort des usagers, etc. Est-ce qu'on parviendra à répondre au niveau de service attendu? Finalement, notre troisième composante, le risque. On définit généralement le risque comme l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs. Pour parvenir à mesurer le risque, généralement, deux paramètres entrent en ligne de compte: la probabilité et la conséquence. C'est par la conjugaison de ces deux paramètres que l'on calcule le risque global. L'identification, la compréhension et la capacité de gérer le risque devraient influencer toutes les prises de décision en gestion d'actifs. Dans quelle mesure une organisation est-elle prête à tolérer une défaillance ou une réduction du niveau de service? La réponse à cette question influencera inévitablement vos décisions d'investissement, mais aussi celles en entretien et en exploitation. Mais il faut savoir comment votre organisation souhaite gérer les risques. Quel est son appétit ou sa tolérance? En fait, c'est la première question que vous pose généralement un conseiller financier lorsque vous désirez investir. Nous savons tous que plus un placement est à risque, plus il est rentable. Il est donc essentiel de savoir si vous voulez privilégier le rendement ou la sécurité. Vous serez possiblement prêt à assumer une certaine part de risque. C'est ce qu'on appelle l'appétit au risque. Mais jusqu'à une certaine limite. C'est ce qu'on appelle la tolérance au risque. Il est donc important de bien connaître l'appétit et la tolérance au risque de votre organisation afin de prendre des bonnes décisions. En évaluant le risque également en tant qu'activité d'entreprise, la tolérance au risque sera partagée avec l'équipe de gestion et ne se fondera pas uniquement sur l'équipe d'ingénierie ou de maintenance. En résumé, si vous parvenez à appuyer vos décisions sur des données pertinentes et à jour, des processus efficaces et flexibles qui intègrent les contraintes et les coûts de l'ensemble du cycle de vie,
vous serez en mesure de maximiser la valeur en équilibrant la performance, le coût et les risques, et d'aligner plus efficacement vos décisions en fonction de vos atteintes organisationnelles. Comme l'illustre assez bien ce schéma, vous passerez d'un mode de priorisation, en bas à gauche de l'image, à un mode d'optimisation, ou si vous préférez, d'une stratégie de prise de décision basée presque exclusivement sur l'opinion d'experts et de leur influence dans l'organisation, à une démarche intégrant la valeur, le temps, l'alignement stratégique et l'optimisation des choix. Pour finir, il ne faut pas négliger l'importance des gens et leur engagement dans ce processus. Il restera toujours une part de subjectivité, mais en impliquant les principaux acteurs dans les principales phases du processus, on contribue également à réduire les effets de silo et à partager les risques. Comme nous l'avons dit précédemment, il n'y a pas de décision parfaite. Mais tant que tout le monde est à bord et qu'elles sont alignés avec les objectifs de l'organisation, la qualité des décisions permettra de réaliser un pas de géant dans votre cheminement en gestion d'actifs. En résumé, votre processus décisionnel doit être souple et tenir compte de la criticité des actifs et de la complexité des décisions à prendre. Vous devez considérer l'impact des décisions durant l'ensemble du cycle de vie. Et finalement, équilibrer les risques, la performance et les coûts pour générer le maximum de valeur pour votre organisation et vos clients. Donc, nous voici à l'étape du petit quiz. Notre formation est présentement complétée. Donc, nous allons valider vos apprentissages. Quelques petites questions. Premièrement, savez-vous comment on mesure la valeur? 3 choix de réponse. En fonction du coût, du risque et de la performance. Deuxième choix. Du coût, du cycle de vie ou de la durée de vie résiduelle. Troisième choix. En fonction de la valeur de remplacement, du risque et de la performance. 2 petites minutes. Vous aurez sûrement deviné que c'est en fonction du coût, du risque et de la performance. Deuxième petite question aussi facile. Comment calcule-t-on le risque? On en a parlé abondamment. Premier choix, en fonction du coût et de la performance. Deuxième choix, en fonction des conséquences et des bris. Troisième choix, en fonction de la probabilité et des conséquences. J'imagine que vous avez tous choisi la bonne réponse, qui est effectivement la probabilité et les conséquences. Donc, ce n'est pas très méchant comme question. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette formation. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous sera utile dans votre travail. Et je vous invite à suivre notre prochain module de formation qui traitera plus spécifiquement de la pérennité du système de gestion d'actifs. Donc, merci de nous avoir écoutés.